Sephora stores are everywhere you are. So just pop in when you need a brown lip to match your 90s playlist. A confidence boost before your interview? Or a last-minute gift for mom's birthday. There's always a Sephora near you. Just pop in. Use our store locator to find your local Sephora or Sephora at Kohl's. This episode is brought to you by National Geographic, presenting its new documentary film, Endurance. Follow the greatest survival story ever told, unpacking the legendary feat of polar explorer Sir Ernest Shackleton, who kept his crew alive for over a year, despite losing their ship in frigid pack ice. Over a century later, a team of modern-day explorers set out to find the sunken ship. Endurance, now streaming on Hulu and Disney+. En Allemagne, l'été 1959 est particulièrement chaud. Priscilla Beaulieu s'ennuie. Quelques semaines plus tôt, la jeune fille de 14 ans a été forcée de quitter ses amis outre-Atlantique et ses habitudes pour suivre son père, officier de l'US Air Force, transféré vers la base militaire de Wiesbaden. L'adolescente se rend au Eagles Club, un lieu où les familles américaines expatriées se retrouvent pour soulager le mal du pays. À des milliers de kilomètres des États-Unis, c'est un refuge réconfortant. Lorsqu'elle pousse la porte, une sensation chaleureuse la saisit. Ici, les gens parlent sa langue maternelle. Tout lui est familier, des snacks jusqu'au jukebox. Alors qu'elle sirote un Coca-Cola, un jeune homme d'une vingtaine d'années s'approche d'elle. Il se présente, Cary Grant, américain, également enrôlé dans la Air Force. Après quelques minutes de conversation, il lui lance avec un sourire. « Ça te dirait de rencontrer Elvis Presley ?» En quelques mots, le soldat bouleverse le destin de Priscilla. Lui qui voulait simplement impressionner une jolie fille, va la présenter à son futur mari. Lorsque le roi du rock'n'roll entre dans sa vie, Priscilla est à peine sortie de l'enfance. Lors de cette première phase de leur relation, difficile de saisir les intentions du chanteur. Que l'on y voit des tendances pédophiles ou un simple coup de foudre, on ne peut nier que le chanteur ait été attiré par l'innocence et la naïveté de la jeune fille. Dès ses premières années, Elvis révèle son visage de Pygmalion. Vous écoutez À la folie pas du tout. Il y a des histoires qui ont défini notre vision de l'amour avec un grand A. Mais au-delà de la romance, il existe un envers du décor qu'on ne connaît pas toujours. Dans ce podcast, plongez dans les plus beaux moments d'amour. Comme dans les pires. Dans cette nouvelle saison, nous allons vous raconter l'histoire d'amour d'Elvis Presley et Priscilla Beaulieu. Entre gloire et paillettes, la relation entre le roi du rock et son épouse a passionné la presse people. Mais dès l'adolescence, Priscilla a été enfermée dans une véritable prison dorée, où les mensonges et la manipulation étaient monnaie courante. En 4 épisodes, découvrez comment leur histoire est passée d'un flirt adolescent à un mariage chaotique. Elvis Presley et Priscilla Beaulieu, épisode 1. Entre grooming et rêve d'ado. Dans l'Amérique puritaine des années 50, le style Presley électrise les foules. Sa musique, mélange de rockabilly et de rhythm and blues, séduit les Américains. Et surtout, les Américaines. Avec ses yeux maquillés et ses vêtements près du corps, Elvis dégage un parfum d'interdit qui fait de lui un sex symbole. Déhanché scandaleux, pantalon de cuir, regard ténébreux, son charisme attire bientôt des millions de fans. Alors, bien entendu, Priscilla connaît les chansons d'Elvis. Les groupies d'Elvis sont à peine plus âgées qu'elle. Ses amis collectionnent des posters à son effigie. Il est la star de sa génération. Et puis, difficile d'ignorer que le chanteur effectue son service militaire à Friedberg, tout près de la base où travaille son père. Après la proposition de Cary Grant, elle se démène pour rencontrer le chanteur. Et pour que cela devienne possible,
il faut qu'elle parvienne à convaincre ses parents. Ces derniers finissent par céder, rassurés que leur fille soit chaperonnée par ce jeune soldat bien sous tout rapport, qui leur assure qu'Elvis est un de ses amis les plus proches. Le jour tant attendu arrive enfin. La jeune fille est tellement excitée qu'elle n'a pas dormi de la nuit. Priscilla retourne sa garde-robe désespérée. Rien ne semble à la hauteur de l'occasion. Elle finit par choisir une robe bleu marine et des souliers blancs, en se disant qu'elle ne peut pas se tromper en misant sur la simplicité. Lorsqu'elle regarde son reflet dans le miroir, sa tenue n'a rien changé à son âge. Elle a toujours 14 ans et Elvis en a toujours 24. Elle n'espère pas faire grande impression. En vérité, la question de la séduction n'aurait même pas dû se poser. Cary Grant a promis d'organiser cette rencontre, qui a finalement lieu chez le chanteur. Quelques jours plus tard, la voiture de Cary se gare devant une maison à l'allure ordinaire, entourée par une barrière blanche. Une affiche est placardée sur le portail et on y lit en lettres rouges « Autographe autorisé entre 19h et 20h ». Un groupe de fans attend patiemment à l'extérieur, espérant apercevoir Elvis. Mais elles n'auront pas la même chance que Priscilla. Priscilla descend du véhicule et marche jusqu'à l'entrée avec Cary et sa femme. Ils sont accueillis par Vernon, le père d'Elvis, qui les accompagne jusqu'au salon. Il est là, la légende sur papier glacé. Encore plus beau qu'en photo. Le King en personne, assis nonchalamment sur un fauteuil, un cigare aux lèvres. Cary lui présente Priscilla et sort de la pièce. À ce moment-là, on quitte le fantasme d'ado. Priscilla est immédiatement mal à l'aise. À voir Elvis en chair et en os, sa gorge se serre et elle est trop impressionnée pour entamer la conversation. Elvis la regarde, curieux, et tente de briser la glace en bavardant sur des sujets sans importance. Lorsqu'il apprend que Priscilla est en troisième, du moins son équivalent américain, il la taquine et la traite de bébé. Priscilla se fâche. La glace est brisée. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Une conversation innocente entre un chanteur adulé et une jeune fille impressionnable. Quelques chansons au piano et la photo dédicacée d'une légende de la musique. Le rapport de force est si déséquilibré qu'une idylle semble inimaginable. Mais c'est précisément ce déséquilibre qui attire le chanteur. Il aurait confié à son ami Rex Mansfield que Priscilla était assez jeune pour qu'il puisse en faire ce qu'il voulait. Priscilla rentre chez elle, enchantée, mais elle se dit qu'elle ne reverra sans doute jamais le chanteur. À sa grande surprise, Cary l'appelle à nouveau quelques jours plus tard et lui apprend qu'Elvis veut la revoir. Quelques semaines passent pendant lesquelles les rendez-vous s'enchaînent. Un soir, Elvis embrasse Priscilla pour lui dire au revoir. La jeune fille est aux anges. Dans leur entourage, elle est officiellement vue comme sa petite amie. Pendant cette période de sa vie, Elvis est vulnérable. En août 1958, un an avant de rencontrer celle qu'il surnommera Scylla, Elvis a perdu sa mère. Ce deuil insurmontable lui rappelle la perte de son frère jumeau, qui est décédé à la naissance. Ces pertes successives l'ont fragilisé. Il veut leur faire honneur, mais il ne se sent jamais à la hauteur. Et puis, à cause de son service militaire, il a dû mettre sa carrière d'artiste sur pause, alors qu'il faisait ses premiers pas dans le cinéma et qu'il enchaînait les hits. Qui sait si les Américains se souviendront de lui à son retour ? Pour se rassurer, Elvis aime s'entourer de personnes plus jeunes que lui, qui le font se sentir plus fort et plus confiant. Lorsqu'il voit Priscilla, il est charmé par sa douceur et son innocence. Un jour, alors qu'il a invité la jeune fille à le rejoindre dans sa chambre, il s'allonge à côté d'elle et lui dit « J'aurais aimé que maman te rencontre. Je suis sûre qu'elle t'aurait aimé autant que moi. » Il n'a pas particulièrement envie d'elle, et il le lui dit. Elle est trop jeune pour cela. Ce n'est pas dans ses intentions. Pendant cette période, c'est à peine s'ils se touchent. Elvis a le mal du pays, et Priscilla lui rappelle la maison. Même si le sexe est heureusement absent de leur relation,
cela ne veut pas dire que celle-ci a des bases saines. Aujourd'hui, on verrait Elvis comme un genre de groomer, c'est-à-dire un adulte qui cherche à gagner la confiance d'un enfant pour entretenir une relation affective ou obtenir des faveurs sexuelles. À l'ère d'Internet, le grooming est une pratique malheureusement répandue sur les réseaux sociaux. Dans le cas d'Elvis, son lien avec Priscilla semble plutôt de l'ordre du contrôle. Rendez-vous après rendez-vous, leur relation de confiance lui donne un certain pouvoir sur la jeune fille, qui est absolument subjuguée par lui. Entre confidences et petits secrets, le chanteur tisse sa toile. Déjà, il tente de prendre l'ascendant sur elle. Priscilla laisse pousser ses cheveux, aussi longs que possible, comme il le lui demande. En Allemagne, Elvis s'est créé un microcosme composé de ses proches et de quelques amis de l'armée. Au quotidien, il traite effectivement Priscilla comme sa petite amie. Mais il n'admet jamais qu'une autre girlfriend l'attend aux États-Unis. Les parents de Priscilla ne sont pas dupes. Après le 4e date, son père la prévient. Si elle veut continuer à fréquenter Elvis, il doit venir se présenter auprès d'eux et expliquer précisément ses intentions. En parfait gentleman, Elvis s'exécute. Un soir, il gare sa BMW devant leur immeuble et vient se présenter avec son père, Vernon. Après avoir échangé des banalités sur le quotidien à la base militaire, le père de Priscilla en vient aux faits. Regardons les choses en face. Vous êtes Elvis Presley. Toutes les femmes se jettent à vos pieds. Pourquoi ma fille ? Eh bien, monsieur, elle me plaît beaucoup. Elle est très mature pour son âge. Et j'aime passer du temps avec elle. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Je prendrai soin d'elle. Les manières simples d'Elvis font tomber la première barrière qui le sépare de Priscilla. L'autorité de ses parents. De toute façon, dans le cœur de la jeune fille, cet obstacle était surmonté depuis longtemps. Après cette rencontre, elle ne laisse pas le choix à sa famille. S'il l'empêche de le voir, elle quittera la maison. À plusieurs reprises, Priscilla menace de fuguer pour retrouver Elvis. La stratégie du chanteur a déjà fait son œuvre. Pour être avec lui, Priscilla est déjà prête à leur tourner le dos. Dans cette ville allemande qu'elle connaît à peine, Priscilla n'a pas d'amis, pas de repères. Ce moment de l'adolescence n'est pas facile à endurer. Elle a toujours été plutôt timide et les déménagements successifs de sa famille ont peu à peu affaibli sa confiance en elle. Alors, lorsque quelque chose d'aussi extraordinaire qu'une idylle avec Elvis Presley lui tombe dessus, rien ne vient freiner ses sentiments. Si seulement ses amies américaines savaient. Les murs de sa chambre se couvrent de posters. Toute la journée, la maison résonne des plus grands hits du King, à tel point que ses parents lui demandent souvent de changer de disque. Comme dans tous les teen loves, elle vit dans l'attente d'un coup de fil, d'une visite, d'un mot. Lorsqu'ils ne sont pas ensemble, toutes ses pensées vont vers Elvis. Les mois défilent et la fin du service militaire du chanteur approche. Le temps devient l'ennemi de Priscilla, qui voudrait passer tous ses moments libres avec lui. En vérité, Priscilla se retrouve brusquement plongée dans un monde d'adultes. Pour combler ce décalage, elle emprunte des vêtements à sa mère. Mais l'illusion ne tient pas. Priscilla ne veut renoncer à rien, ni à sa vie d'adolescente, ni à ses cours, ni, surtout, aux soirées extravagantes passées dans la maison de Presley. Un soir d'hiver, Priscilla se trouve dans le salon d'Elvis. Elle est arrivée un peu plus tôt que d'habitude. Alors que le chanteur est en plein cours de karaté à l'extérieur, le fauteuil devient de plus en plus confortable. Elle s'endort. Lorsqu'il entre dans la pièce, Elvis s'alarme. Il ne comprend pas pourquoi elle est si fatiguée. Le chanteur cherche quelque chose dans son sac. Un instant plus tard, il lui glisse une boîte de pilules dans la main. Avec le plus grand sérieux, il lui demande d'en prendre une, dès qu'elle se sent fatiguée. Ces pilules magiques sont tout simplement de la dexédrine, une forme d'amphétamine.
un genre de stimulant très proche de l'Adderall. Ce médicament si répandu aujourd'hui sur les campus universitaires. Priscilla n'a pas encore 15 ans, mais déjà, Elvis l'encourage à tout faire pour s'adapter à son rythme de vie, quitte à mettre sa santé en danger. Lorsqu'Elvis quitte l'Allemagne en mars 1960, 7 mois après leur rencontre, Priscilla est effondrée. Elle lui écrit toutes les semaines, sans vraiment d'espoir de le revoir. Jusqu'à ce que l'impensable se produise en 1962. La star l'appelle et l'invite à le rejoindre à Los Angeles. Là-bas, loin de sa famille, Priscilla va se plier à tous les désirs d'Elvis, qui s'arrangera pour la façonner à son image. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien, écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Max Bankman, I'm the new doctor. Welcome aboard the Odyssey. ABC Thursdays. This ship is heaven. We're tending to our passengers' dreams. I'm in. From 911 executive producer Ryan Murphy comes a splashy new drama on a luxury cruise ship with Joshua Jackson and Don Johnson. It's your job to keep everyone alive. She's in VFib. 1, 2, 3. Clear. I have a pulse. You're going to be okay. Dr. Odyssey. Thursdays, 9/8 Central on ABC and stream on Hulu. This is what you do when you've just found that statement handbag on eBay and you want to build an entire wardrobe around it. You start selling to keep buying. Yep, on eBay. Over that all-black everything phase, list it and buy all the color. Feeling more vintage than ever? It's out with the new and in with the pre-loved. Next thing you know, you've refreshed your wardrobe basically without spending a dime. Yeah, eBay, the place to buy and sell new, pre-loved, vintage, and rare fashion. Mars 1962. Cela fait déjà 2 ans qu'Elvis a quitté l'Allemagne. Pour Priscilla, ce sont 2 années passées à ignorer les sollicitations des journalistes, à supporter les articles sur les idylles du chanteur et surtout à attendre de ses nouvelles. Malgré tout, ses sentiments sont intacts et elle lui écrit toujours des lettres qu'elle glisse dans de petites enveloppes roses. Un jour, Elvis l'appelle. Il propose à Priscilla ce qu'elle attendait fiévreusement depuis le jour de son départ, sans vraiment oser y croire. Il l'invite à lui rendre visite à Los Angeles. Après plusieurs jours de négociations avec ses parents, Priscilla est finalement autorisée à faire le voyage, même si ses parents posent de nombreuses conditions. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que le chanteur va faire en sorte de garder leur fille auprès de lui, et surtout, de la modeler selon ses désirs. Le soir de son arrivée à Los Angeles, dans la villa d'Elvis, Priscilla est accueillie par le chanteur, bien sûr, mais aussi par ses amis. Elle qui pensait se retrouver seule avec lui est un peu mal à l'aise au milieu de ce groupe plus âgé, où les blagues grivoises fusent et où tous les yeux sont braqués sur son petit ami. À la fin de la soirée, le chanteur l'invite à aller l'attendre dans sa chambre. Il la rejoindra dans 1 minute. Le moment qu'elle attendait est enfin venu. Elle pousse la porte et découvre une chambre qui est bien loin de la simplicité de celle qu'il occupait en Allemagne. Les tapis épais et les meubles design ont remplacé le lit en bois clair. Elvis n'est plus le soldat presque ordinaire qu'elle a connu. Priscilla entend des pas dans l'escalier. Sans attendre, elle fonce se refaire une beauté dans la salle de bain, anxieuse à l'idée du moment qui va suivre. À 16 ans, elle n'a jamais couché avec un garçon. Elle veut que tout soit parfait. Après un long moment, elle rejoint Elvis sur le lit. Il la regarde, amusé, et l'invite à s'allonger. Il caresse doucement sa joue et se livre enfin à elle. Il lui confie à quel point il est heureux qu'elle soit là. Il n'a jamais pu l'oublier, et elle occupe ses pensées depuis le jour de son départ. Des larmes de soulagement roulent sur les joues de Priscilla. Bouleversée, elle embrasse fougueusement le chanteur. Elle veut sentir ses bras autour d'elle. Alors que leur désir monte, le chanteur la repousse doucement.
Ne brusquons pas les choses, Scylla. On a tout le temps pour ça. Il faut que ça arrive au bon moment. Pas maintenant. Je veux que ce moment soit spécial. Ce soir-là, le couple ne passe pas la nuit ensemble, exactement comme il l'avait promis à la famille de Priscilla. Si l'attitude d'Elvis la déçoit sur le moment, elle y voit une lueur d'espoir. Elle voit cette abstinence comme une forme de respect, et aussi, quelque part, comme une promesse d'engagement. Un jour, peut-être, elle deviendra Madame Presley. Les parents de Priscilla avaient été clairs. À Los Angeles, leur fille devrait être accompagnée à tout instant, chaperonnée en cas de sortie et devrait leur écrire tous les jours. C'était ce qu'Elvis leur avait promis. Mais la façade de gentleman ne tarde pas à se fissurer. Le lendemain de son arrivée, le jeune homme annonce à Priscilla qu'ils partent faire la fête à Las Vegas. Pour berner les parents, il leur suffira d'écrire les lettres à l'avance, et un de ses amis les postera pour eux en leur absence. Priscilla accepte immédiatement, même si, en vérité, le chanteur ne lui a pas vraiment laissé le choix. Le soir venu, tout le groupe monte dans le bus d'Elvis, direction Sin City. À leur arrivée à l'hôtel le lendemain matin, Priscilla est heureuse de dormir auprès d'Elvis toute la journée durant, avant de visiter la ville le soir. Alors qu'elle s'installe dans les couvertures, elle remarque qu'il semble distant, comme s'il était déjà endormi. En arrière-plan, son œil est attiré par le reflet de la lampe de chevet sur un flacon en verre, sur lequel une étiquette indique « Placidil ». Ce sont des somnifères, des pilules assez puissantes pour le mettre KO en quelques minutes, et qui deviendront les plus grandes rivales de Priscilla. Pendant les 2 semaines qui suivent, la jeune fille de 16 ans fait ses premiers pas dans le monde de la nuit. Dormant le jour, sortant la nuit, elle est à 1000 lieues des promesses faites à ses parents. Casinos, spectacles, restaurants, Priscilla goûte à une vie d'excès, de fêtes et d'adrénaline. Et pour tenir le rythme cette fois, elle fait confiance à Elvis. Shootée aux somnifères et aux amphétamines, elle passe la plus grande partie de son séjour sous influence. Les drogues la désinhibent. Sa timidité se dissout dans ce cocktail chimique. Malgré quelques sautes d'humeur d'Elvis qui la pétrifient sur le moment, elle est enchantée par son voyage. Le couple a le cœur brisé lorsqu'elle doit rentrer en Allemagne et n'arrive pas à comprendre que les craintes des parents de Priscilla sont tout à fait raisonnables. À part Elvis, plus rien n'émeut la jeune fille, ni les pleurs de sa mère, qui voit sa fille lui échapper, ni les cris de son père qui craint pour son avenir. Pour elle, ils ne sont plus qu'un obstacle à son bonheur. Priscilla a tout ce qu'aime Elvis. De longs cheveux foncés, la jeunesse, l'innocence et surtout l'envie de lui plaire et de prendre soin de lui. Lorsqu'il n'est pas sous les spotlights, le chanteur est heureux de la retrouver. Contre toute attente, la jeune fille est autorisée à passer Noël 1962 à Memphis, où vivent Elvis et sa famille. Elle peut même venir s'installer aux États-Unis pour finir ses études au printemps 1963, au prix de longues négociations avec son père. Elvis l'a promis, Priscilla ne vivra pas à Graceland, dans la villa familiale, mais chez son propre père, Vernon, quelques kilomètres plus loin. Elle finira ses études dans une bonne école catholique et la famille Presley sera aux petits soins avec elle. Mais rapidement après son arrivée, Priscilla commence à se sentir à l'étroit chez Vernon. Elle trouve refuge auprès de la grand-mère d'Elvis, à qui elle va souvent rendre visite à Graceland. Avec ses grandes colonnes blanches, sa façade cossue et son immense jardin bordé de murs, la maison devient un refuge pour l'adolescente. Les affaires de Priscilla y sont discrètement transférées. Lorsque le chanteur lui propose finalement de s'y installer, le déménagement est déjà fait depuis longtemps. Après 3 années de doute et de relations à distance, Priscilla est enfin auprès de celui qu'elle aime. À Memphis, le chanteur va faire en sorte qu'elle soit complètement assortie au décor. En quelques mois, Priscilla devient une extension de lui-même, une poupée vivante qui s'accorde à son esthétique extravagante. 1963. Priscilla et Elvis sont à Graceland.
Cela fait déjà quelques semaines que la jeune fille l'a rejoint aux États-Unis. Et le jeune homme est mécontent. Le look de sa petite amie est trop candide pour la sortie prévue ce soir-là. Ce matin, il l'a aidé à teindre ses cheveux en noir de jais, comme les siens. Ça fera ressortir tes yeux, bébé, tu verras. Et ce sont justement de ses yeux qu'il s'occupe à présent. Priscilla connaît les goûts de son homme. Elle a déjà souligné son regard clair par un trait d'eyeliner discret. Trop discret pour le King, qui prend lui-même le pinceau pour en doubler le volume. Quelques instants plus tard, toute la paupière de Priscilla est couverte d'un épais maquillage noir. La jeune fille cligne des yeux. Elle n'a pas l'habitude de sentir ce poids sur ses paupières. Mais elle veut satisfaire Elvis, rester la plus belle à ses yeux. Concernant son apparence, le jeune homme a donc carte blanche. Autant dire que son nouveau style est bien loin de la petite robe bleue qu'elle avait choisie le soir de leur rencontre. Ses cheveux sont crêpés et forment une masse volumineuse qui tombe jusqu'à sa poitrine. C'était ça, le look des 60s. Clinquant, voyant, souvent un peu too much. Surtout pour une jeune fille de 17 ans qui n'a pas confiance en elle. Au moment de l'habiller, Elvis se tourne vers sa penderie. Ses anciens habits ont été remplacés par des tenues qu'il a choisies lui-même. Plus courtes, plus colorées, plus sexy. Il faut que Priscilla soit assortie à ses propres tenues, comme si elle était un accessoire de mode. Priscilla croule sous les cadeaux et les petites attentions. Petit à petit, elle s'habitue au faste, aux fêtes et aux cadeaux. Pendant des mois, elle mène une double vie. Petite amie de star la nuit et étudiante la journée. Elle obtient finalement son diplôme du lycée, l'équivalent du bac en France. À sa grande surprise, Elvis explose de joie lorsqu'elle lui annonce sa réussite. Conscient de l'émeute que sa présence créerait lors de la cérémonie de remise des diplômes, il gare sa limousine derrière le bâtiment et attend patiemment sa petite amie. Quand elle le rejoint, le sésame en poche, il la prend dans ses bras, les yeux humides. Ce soir-là, une grande fête est organisée en l'honneur de Priscilla à Graceland. Et Elvis lui offre sa toute première voiture, un bolide rouge et rutilant. Ces moments de douceur sont bien réels. Mais ils interviennent souvent entre des épisodes plus sombres. Ces montagnes russes répondent à un schéma toxique bien connu, où les lunes de miel succèdent aux crises violentes et mènent à toujours plus de contrôle. Quelques jours après sa cérémonie de remise de diplôme, Priscilla est levée dans le canapé du salon, à Graceland. Ils sont seuls. Pour une fois, les amis d'Elvis, qui sont d'ordinaire toujours présents, n'ont pas suivi le chanteur. Au cours de la conversation, Priscilla apprend à Elvis qu'en son absence, elle a trouvé un petit boulot dans une boutique du centre-ville de Memphis. Le chanteur fait volte-face et la regarde calmement. Alors qu'elle s'attendait à des encouragements, sa sentence est sans appel. Elle doit abandonner son poste. Priscilla est mise au pied du mur. C'est lui ou son job. La place d'une femme est à la maison. Elle doit être présente pour lui. Et si elle n'est pas d'accord, tant pis. Il y aura toujours une autre fille prête à faire ce sacrifice pour prendre sa place. La menace de la rupture est efficace. Le lendemain, Priscilla ne retourne pas au magasin. À ce moment de sa carrière, Elvis est le plus souvent en tournage à Hollywood. Mais il refuse que Priscilla le rejoigne. Il préfère la savoir à la maison, à Graceland. Isolée dans cette immense villa, l'adolescente n'a rien à faire. Elle attend de ses nouvelles et découvre, dans la presse, toutes les rumeurs sur ses relations. En quelques mois, Elvis a fait d'elle sa création. De son apparence à ses occupations, il a pris le contrôle de sa vie. À partir de la moitié des années 60, le succès d'Elvis va commencer à se tarir et son comportement deviendra de plus en plus ambivalent. Perdue entre ses mensonges, ses tromperies et ses délires mystiques, Priscilla aura de plus en plus de mal à trouver sa place dans sa vie et mettra sa santé mentale en danger. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption.
Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Blinds.com is kicking off the savings early with Black Friday mega deals all month long. A Blinds.com design expert can help you make the perfect selection on your schedule. We can even handle everything from measure to your whole home installed for just one low cost. With over 25 million windows covered, Blinds.com is the #1 online retailer of custom window coverings. Get up to 45% off site-wide, plus premium doorbusters and a free professional measure. Now at Blinds.com. Rules and restrictions may apply. This episode is brought to you by Amazon. The holidays are here, and you know what that means. It's time to get your friends and family the gifts they deserve. Take the stress out of shopping with Amazon's great deals and low prices on a huge range of items from toys to tech and much more. Whoever you're gifting for, Amazon has great prices on everything you need this holiday season. Shop Black Friday week starting November 21st. En 1964, Elvis est en tournage et il a invité Priscilla à le rejoindre à Hollywood. Enfin libérée de son quotidien monotone, la jeune fille est ravie de retrouver l'ambiance trépidante de la Cité des Anges. Ce jour-là, Priscilla lit un livre dans leur chambre d'hôtel lorsqu'Elvis pousse la porte. Ils l'ont fait, lui annonce-t-il, les sourcils froncés. Ces enfoirés ont annoncé les fiançailles. Le sang de Priscilla se glace, car ce n'est pas elle, la fiancée. La jeune femme qui intéresse les journalistes s'appelle Anne Margaret, une actrice d'origine suédoise qui fait tourner les têtes des Américains. Elle travaille sur le même tournage qu'Elvis, et les rumeurs de leur relation font les choux gras de la presse people. Depuis des semaines, Priscilla reçoit chaque article comme une gifle en plein visage. Elvis demande à sa petite amie de quitter Los Angeles. Selon lui, la pression médiatique est trop forte. C'est l'humiliation de trop. Hors d'elle, l'adolescente se met à crier et lance un vase à travers la chambre. Elvis saisit la jeune fille à deux mains. Avec un regard noir, il la jette violemment sur le lit. Ce genre de choses arrive. J'ai besoin d'une fille qui comprenne ça. Est-ce que tu peux être cette fille ou pas ? Priscilla se calme. Même quand elle a des preuves tangibles de ses infidélités, il nie toutes les accusations en bloc. Le charisme du chanteur balaie tout sur son passage, à tel point qu'elle ne parvient pas à douter de lui, ni de ses explications douteuses. À partir de 1964, le couple alterne les moments de douceur et les épisodes de violence psychologique et physique. Quand ils se marient en 1967, leur relation répond à une dynamique dangereuse, basée sur le mensonge et la manipulation. À Memphis, le salon de Graceland scintille sous les rayons du soleil qui filtrent à travers les fenêtres. Priscilla, vêtue d'une robe élégante, contemple le paysage verdoyant qui s'étend derrière les murs de la maison. La musique résonne à peine. C'est un doux murmure, comme un écho lointain. Les portes-fenêtres s'ouvrent brusquement. Elvis entre, un éclat d'excitation dans les yeux. Il prend la main de Priscilla et l'entraîne à l'extérieur, vers la cour arrière. Là, la jeune fille découvre un majestueux cheval noir, gracieux et imposant. Les yeux de Priscilla s'illuminent. Sans un mot, sans un geste supplémentaire, Elvis contemple la scène. Elle caresse doucement le cheval, laisse ses doigts effleurer la crinière. L'émotion se lit dans son regard. Elvis lui explique qu'il a croisé un enfant à cheval. Lorsqu'il a vu l'animal, il a immédiatement imaginé Priscilla sur son dos et l'a achetée sur le champ. Priscilla, amusée par la spontanéité de son homme, se tourne vers lui. Un sourire radieux se dessine sur ses lèvres, reflétant l'amour qu'elle ressent pour lui. Elvis l'entoure de ses bras. La chaleur de son étreinte enveloppe Priscilla. Lorsque le chanteur est à Graceland, l'ennui n'existe plus et la vie devient à nouveau une grande aventure. Dans la maison familiale, ces moments de grâce sont dopés par des amphétamines, des somnifères et des coupe-faim. Un cocktail dangereux qui pousse parfois le couple vers la violence. Ils sont ensemble depuis plusieurs jours lorsqu'une bataille d'oreillers éclate.
Priscilla en jette un vers Elvis, qui réplique aussitôt, le sourire aux lèvres. La jeune fille en jette un autre, puis un autre, sans lui laisser le temps de se remettre de sa première attaque. Et là, Elvis se fâche. Il saisit sa petite amie par le poignet et la jette sur le lit. Si elle veut jouer comme un homme, il va jouer comme un homme. Lorsqu'il frappe Priscilla avec l'oreiller, elle prend son poing en plein visage. Par accident, assure-t-il ensuite. Elle n'aurait pas dû le provoquer. Il n'a pas eu le choix. Mais le soir suivant, quand ils sortent au cinéma, elle doit se débrouiller pour masquer les traces de l'incident. Des marques bleutées entourent son bras et elle a un œil au beurre noir qu'elle doit camoufler derrière un bandeau. Devant ses amis, le chanteur se vante. Elle a voulu faire la dure. Je lui montrais qui était le patron. Les jours suivants, ils ne parlent jamais de l'incident. Entre eux, la communication est brouillée. Elvis tord la réalité à sa guise, jusqu'à ce que Priscilla cède et accepte sa façon de voir les choses. En fait, ce que fait Elvis est une forme de gaslighting, une technique de manipulation qui consiste à déformer la réalité jusqu'à ce que la victime doute de sa propre vision des faits et de sa santé mentale. Évidemment, ces mensonges grignotent petit à petit la confiance de la jeune fille. Le chanteur a fait de Priscilla une véritable petite amie au foyer. Son rôle est de le rassurer, d'être toujours présente pour lui. Mais les états d'âme de la jeune fille ne l'intéressent pas. Lorsque Priscilla lui parle de ses doutes, de ses peurs, ou même simplement de son ennui, Elvis change systématiquement de sujet. Petit à petit, la jeune fille se referme sur elle-même et apprend à camoufler ses émotions. Au lieu de communiquer franchement sur ce qu'elle ressent, elle prend l'habitude de répondre aux attentes d'Elvis, sans dire un mot sur son mal-être. De son côté, Elvis s'efforce de répondre à l'idéal du mâle alpha, tel qu'on le voit à l'époque. Un chef de famille charismatique qui ramène l'argent à la maison et protège les siens. Dans cette équation, pas de place pour l'émotion. Chacun d'eux reste dans son rôle. D'un côté, l'homme de la maison, macho et autoritaire. De l'autre, la petite femme d'intérieur, qui attend patiemment son retour. C'est une vie domestique, comme on en rêve dans les 60s. Mais en coulisses, elle est saupoudrée d'anxiété, de petites pilules et de gros mensonges. Malgré les difficultés, Priscilla est la seule à connaître le côté vulnérable du chanteur. Lorsqu'ils ferment la porte de leur chambre, tout semble parfait. Adieu les paparazzis, adieu les rivales, adieu les groupies. Un après-midi d'automne, Priscilla est assise sur le lit. Vêtue d'un déshabillé rose, elle regarde l'écran de la télévision qui diffuse Les Mystères de l'Ouest, une de ses séries télévisées préférées. Elle respire calmement. La présence d'Elvis l'apaise. La tête de son petit ami repose sur ses jambes. Il porte un pyjama à rayures et il est absorbé par les aventures des héros. Priscilla passe sa main dans ses cheveux. À côté d'eux, sur un guéridon, un plateau contient les restes de son repas préféré. Des frites et un steak bien cuit. Elvis se retourne et l'embrasse tendrement. Loin de son manager, le colonel, loin de la scène, des responsabilités et des soucis d'argent, il montre un visage innocent, presque enfantin. Priscilla trouve aussi du plaisir dans cette vie de femme au foyer, car dans ces moments-là, Elvis n'est plus la star que tout le monde connaît. Il est simplement un homme, vulnérable et chaleureux. Un homme dont elle aime prendre soin. Entre le vertige du succès et la pression du showbiz, Elvis perd pied. Au début de sa carrière, sa mère l'aidait à garder le cap, à faire la différence entre le mal et le bien. Mais depuis son décès, le jeune homme est désorienté. À presque 30 ans, il a besoin d'un guide. Dès 1964, un nouveau personnage occupe ce rôle et fait son entrée dans la vie d'Elvis. Son nom, Larry Geller. Cet homme doux et charmant est engagé comme coiffeur personnel de la star. Mais il devient rapidement son conseiller spirituel. Pendant les années qui suivent, il introduit le chanteur au courant de pensée New Age, une forme de spiritualité qui naît à cette époque aux États-Unis. Et bien malgré elle, Priscilla est embarquée avec lui. Le chanteur a toujours été religieux et a été élevé dans la foi chrétienne.
Mais lorsqu'il rencontre Larry, il s'ouvre au bouddhisme, à la numérologie et au mystique en tout genre. Et de ce côté-là aussi, il s'attend à ce que Priscilla soit à la hauteur. À Graceland, il est presque minuit, et le couple s'apprête à se coucher. Sur la table de nuit, en bois précieux, les boîtes de somnifères et les livres ésotériques s'entassent. Tous les soirs, le rituel est le même. Après avoir choisi un disque de musique religieuse, Elvis avale quelques pilules et lit jusqu'à ce que le sommeil l'emporte. Priscilla tente de s'intéresser à sa nouvelle passion métaphysique, mais elle trouve toutes ces théories assommantes. C'est plus fort qu'elle. La lecture de l'initiation du monde de Vera Stanley Alder ou du livre des nombres du comte Hammond la plonge à coup sûr dans le sommeil. Ce soir-là, Elvis la réveille, agacé, pour lui partager un passage important sur l'abstinence. Priscilla cligne des yeux, grogne un peu. Le chanteur, lui, s'énerve. Tant d'autres filles voudraient être à sa place et partager ses conversations avec lui. Si ça l'ennuie, elle n'a qu'à partir. Devant la menace, la jeune femme se redresse, engourdie par le sommeil, et s'efforce d'écouter Elvis, jusqu'à ce que finalement, une dispute éclate. Quelques minutes plus tard, les somnifères commencent à faire leur effet. À moitié plongée dans le sommeil, Elvis marmonne, la traite de folle. Priscilla est à genoux, en larmes. Exceptionnellement, elle décide d'être sincère avec Elvis. Elvis, je suis pas folle. J'ai juste besoin d'être aimée, d'être désirée par mon homme. Mais son petit ami n'entend pas ses pleurs. Les pilules l'ont déjà emporté dans un profond sommeil. Ces moments de crise n'empêchent pas Priscilla d'espérer qu'Elvis lui passe la bague au doigt. Un jour de 1967, ses espoirs se concrétisent enfin, quand son petit ami débarque dans leur chambre et lui annonce qu'ils vont se marier. Elvis et Priscilla ont appris à organiser leur vie en fonction des paparazzis et des photographes. Le 1er mai 1967, ils doivent suivre un plan bien ficelé pour que la cérémonie intime qu'ils ont organisée se déroule sans accroc. Le couple a prévu de se marier à Las Vegas, loin de Graceland, en compagnie d'une douzaine de proches. À l'aube, le chauffeur gare leur limousine à l'arrière du palais de justice pour qu'ils puissent entrer dans le bâtiment sans être reconnus. Elvis dans son costume noir élégant et Priscilla resplendissante dans sa robe de mariée en satin blanc se rendent dans la suite où la cérémonie va avoir lieu. Quand ils entrent dans la pièce, les murs sont couverts de drapés, tandis que des bouquets de fleurs fraîches ornent les bancs. L'autel est orné de roses blanches. La cérémonie ne dure qu'une dizaine de minutes, juste assez pour prononcer le mariage du couple. Elvis et Priscilla se tiennent côte à côte devant l'autel, leurs mains entrelacées, et leurs regards ne se quittent pas. La pièce est emplie du doux murmure des invités, de leurs rires et de leurs chuchotements. Des larmes roulent sur les joues de la mère de Priscilla. Finalement, tout est bien qui finit bien. Lorsqu'ils repartent dans leur jet privé vers la fête somptueuse qui les attend à Memphis, Elvis et Priscilla sont officiellement mari et femme. Loin du rêve et des paillettes, ce mariage a aussi donné naissance à quelques couacs et à de nombreuses rumeurs. Les parents de Priscilla auraient menacé de porter plainte contre le chanteur pour détournement de mineurs si le mariage n'avait pas lieu. Quant au fameux colonel, le manager tout-puissant d'Elvis, il l'aurait poussé à épouser la jeune fille. Elvis s'est-il marié à contre-cœur ? Ce qui est certain, c'est que leur union sera aussi rapide que cette cérémonie à Las Vegas. Pendant les mois qui suivent, le mariage redonne de l'élan à leur couple. Mais la grossesse de Priscilla va bouleverser leur équilibre fragile. À partir de 1968, la carrière d'Elvis connaît un rebond spectaculaire et génère des millions de dollars. Mais son mariage survivra-t-il à l'histoire d'amour qu'il vit avec son public ? Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien, écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après.
1er mai 1967. À Las Vegas, Priscilla et Elvis sont officiellement mari et femme. Alors qu'il porte la jeune femme dans ses bras pour l'emmener vers leur chambre, le chanteur a une boule au ventre. Cela fait 6 ans qu'il répète à sa petite amie qu'ils ne feront pas l'amour tant qu'ils ne sont pas mariés. À présent que le moment est arrivé, l'angoisse lui monte à la gorge. Il a tant voulu que ce moment soit spécial qu'il est rongé par le trac. Alors qu'il allonge Priscilla sur le lit, il lui chuchote « Te voilà, ma femme ». Quelques semaines plus tard, leur bonheur conjugal prend une nouvelle dimension. Priscilla, 22 ans, et Elvis, qui a 10 ans de plus qu'elle, attendent leur premier enfant. Il y a pourtant un mais dans cette histoire. La parentalité se marie difficilement avec les drogues, les tournées et le rock'n'roll. Entre 1968 et 1973, Priscilla et Elvis s'éloignent inexorablement, jusqu'à ce que leur mariage explose. Pendant les premiers mois de mariage, l'entente du couple est au beau fixe. À Palm Springs, en Californie, leur lune de miel leur donne enfin du temps à passer seuls ensemble. Aussi loin que possible des paparazzis et des hordes de fans toujours amassés devant les grilles de leur maison. Lorsque Priscilla annonce sa grossesse à Elvis, le chanteur est aux anges. Pendant quelques mois, le couple voit la vie en rose. Par définition, une lune de miel a une fin. Pour Elvis et Priscilla, cette fin arrive très rapidement, parce que le mariage n'a rien changé au profond dysfonctionnement de leur couple. Ces problèmes, seule une communication saine et apaisée pourrait les régler. Mais ça, ce n'est pas près d'arriver. Les vieux démons de Priscilla la rattrapent. Déjà, elle imagine à quel point la grossesse va déformer son corps. Elle sait qu'Elvis déteste les rondeurs et n'accepterait pas ses vergetures. Alors, la jeune femme s'affame. Elle ne mange qu'un seul repas par jour et pour éviter les malaises, grignote une pomme ou un œuf dur lorsqu'elle a trop faim. Elle doit rester sa petite poupée, même quand elle est sur le point de donner la vie. À 6 mois de grossesse, des rumeurs sur la relation d'Elvis et Nancy Sinatra fuitent dans la presse. Priscilla a l'impression d'avoir fait un bond dans le temps. Elle se revoit en Allemagne, toute jeune, lorsqu'elle pensait qu'Elvis l'avait quittée pour une autre. Elle est devenue son épouse, mais elle retrouve les mêmes dynamiques, les mêmes jalousies, les mêmes manipulations, encore et encore, jusqu'à la nausée. En décembre 1967, à Graceland, Elvis est dans son bureau. Installé dans son fauteuil en cuir, le chanteur a les sourcils froncés et le regard fixe. Quand il entend le pas de Priscilla dans le couloir, il lui demande de le rejoindre. Lorsqu'elle pousse la porte, quelques instants passent avant qu'il ose se lancer. Il a besoin de se retrouver seul quelque temps, explique-t-il. Il vaut mieux qu'ils se séparent. En un mot, le chanteur demande à son épouse de faire un break. Priscilla est prise de court. Instinctivement, elle porte ses mains à son ventre, comme pour protéger son bébé de cette trahison. Complètement anesthésiée par le choc, la jeune femme acquiesce et quitte la pièce. Elvis a l'impression qu'il doit faire un choix entre sa vie de famille et sa carrière. Comment le public va-t-il réagir à sa nouvelle identité de père et de mari ? Ce dilemme est si puissant que pendant un instant, il est prêt à abandonner son épouse, qui vient pourtant d'entrer dans son 7e mois de grossesse. 2 jours plus tard, c'est comme si l'idée n'avait jamais existé. Aucun d'entre eux ne mentionne cette scène. Comme d'habitude, les problèmes sont glissés sous le tapis. La lune de miel est bel et bien enterrée. Le 1er février 1968, Priscilla ouvre les yeux vers 8h du matin. Très vite, elle comprend que le grand jour est arrivé. Leur bébé est sur le point de naître. Après avoir réveillé Elvis et lui avoir annoncé la nouvelle, elle se rend dans la salle de bain pour se faire une beauté avant de rencontrer son bébé. Son accouchement ne se fera pas sans fossile. Toute la maison s'éveille. Cet événement a été répété dans ses moindres détails. 2 voitures partent d'abord pour lancer les fans et les journalistes sur une fausse piste. Les 2 cabriolets franchissent les grilles de la propriété à toute vitesse.
tandis que Priscilla et Elvis attendent quelques dizaines de minutes avant de s'éloigner dans une berline discrète. Finalement, le couple arrive à l'hôpital sans encombre et Lisa Marie Presley naît à 17h cet après-midi-là. Lorsque l'infirmière place le nourrisson dans les bras de Priscilla, le temps s'arrête. Elle comprend que sa vie ne sera plus jamais la même. Debout auprès d'elle, Elvis pose les yeux sur le visage de sa fille. Il est émerveillé devant cet enfant à qui il a donné ses cheveux noirs et ses yeux brillants. L'infirmière quitte la pièce et laisse la petite famille s'apprivoiser. Il n'y a plus un bruit dans la chambre. En cette fin de journée, un rayon de lumière filtre doucement à travers le rideau. Lisa Marie s'étire dans les bras de sa mère. Elvis les rejoint sur le lit et les prend dans ses bras. Un long moment s'écoule ainsi, tandis que le couple s'échange des chuchotements et des mots d'amour. Quelques larmes coulent. Dans l'intimité de cette chambre d'hôpital, Priscilla a retrouvé son prince charmant, l'homme derrière la star, celui qui restera pour toujours l'homme de sa vie. Évidemment, devenir parent change profondément le quotidien d'Elvis et Priscilla. Les premiers mois, le couple passe de plus en plus de temps à Graceland, dans la maison familiale. Chacun d'entre eux se glisse avec bonheur dans son rôle de parent. Mais côté cœur, la situation s'envenime. Elvis a un rapport complexe à la maternité. Que cela soit lié au décès prématuré de sa mère ou non, le problème est bien là. Pour lui, une femme qui a eu des enfants n'est plus un objet de désir. C'est plus fort que lui, explique-t-il à Priscilla. Il ne peut pas s'y résoudre. À Graceland, Priscilla ronge son frein. Les semaines passent, mais Elvis ne la touche plus. Son désir se change en frustration. À nouveau, les soirées se terminent en sanglots. Quelques mois plus tard, toujours en 1968, c'est au tour de la jeune femme de rompre sa promesse. À Los Angeles, elle décide de prendre des cours de ballet. Le professeur qui l'accueille est un très bel homme, musclé, dynamique et à l'écoute. Surtout, la danse la met en valeur, loin d'un monde où elle n'a jamais vraiment pu être elle-même. Pour la première fois, Priscilla trompe son mari. Quand il l'apprend, Elvis est furieux et menace d'engager un tueur à gages pour éliminer l'amant de Priscilla. Le couple tente de se reconstruire, mais l'épisode laisse une cicatrice. S'ils veulent sauver leur mariage, il faut à tout prix que quelque chose change. Ce changement viendra du show business. Après plusieurs années tournées vers le cinéma, un projet inédit va permettre à Elvis de renouer avec ses premiers amours, la musique. En 1968, Elvis reprend sa carrière de chanteur qui venait de traverser une période de creux. Alors qu'il s'était perdu dans des films commerciaux, une chaîne de télévision décide de lui accorder une émission spéciale dans laquelle il va chanter ses plus grands tubes en live. Enfin, le chanteur retrouve son pantalon de cuir, sa coiffure impeccable et son déhanché légendaire. L'icône du rock'n'roll est de retour. Quelque temps plus tard, il enchaîne une tournée nationale et une série de shows gigantesques à Las Vegas. C'est un immense défi qu'Elvis relève haut la main. Son humeur étant souvent conditionnée par l'état de sa carrière, son moral est au beau fixe. À l'occasion de la première de son show, Priscilla voit Elvis sur scène pour la toute première fois. Après presque 10 ans de relation, cette nouvelle vie à Vegas leur réussit. Le show leur donne de l'élan et la bonne humeur d'Elvis est contagieuse. Ce nouveau projet est une bouffée d'air frais pour la carrière d'Elvis. Mais rapidement, il représente un véritable cataclysme pour le couple. Elvis refuse que Priscilla et Lisa s'installent à Las Vegas. Pour lui, les épouses de son équipe sont des distractions inutiles, la sienne comprise. Priscilla regagne donc Memphis, mais le rythme des représentations est tel qu'elle ne voit presque plus jamais son mari.
à tel point que Priscilla se demande s'il n'est pas simplement en train de l'éviter. Entre le soir où il embrasse une fan en plein show, les regards qu'il échange avec l'audience, son dévouement total lors de ses représentations, Priscilla finit par comprendre que son mari a une liaison avec son public et qu'elle ne pourra jamais rivaliser. Finalement, Priscilla est seule à s'occuper de leur fille. La jeune femme commence à mener sa propre vie de son côté. Du côté d'Elvis, la fatigue s'accumule. Il consomme de plus en plus de drogue et son agressivité explose jusqu'à un point de non-retour. Février 1972, à Memphis. La veille, Priscilla a annoncé à Elvis qu'elle demandait le divorce. Malgré sa surprise, il a accepté la nouvelle sans se mettre en colère, en espérant qu'il pourrait un jour donner une nouvelle chance à leur histoire. Elle parcourt une dernière fois les couloirs de Graceland et se rend dans la salle de bain. Pour la première fois depuis longtemps, la jeune femme voit son visage tel qu'il est, caché sous une épaisse couche de maquillage. Délicatement, elle décolle ses faux cils et brosse ses cheveux. Son eyeliner coule dans le lavabo, rincé par un mince filet d'eau claire. Elle est prête à montrer son vrai visage au monde. Elvis et Priscilla ont divorcé le 9 octobre 1973. Leur attachement réciproque ne s'est jamais éteint. Et le jour où leur mariage a officiellement été rompu, ils ont quitté la salle d'audience main dans la main. Jusqu'à sa mort en 1977, le chanteur est toujours resté présent dans la vie de sa fille. Cette histoire est d'abord celle d'une émancipation progressive. Le destin de Priscilla prouve que le succès ne justifie jamais la violence et que le luxe ne compensera jamais le manque d'amour. Elvis et Priscilla sont restés proches pendant tout le reste de leur vie. Finalement, leur histoire s'est retrouvée entre le marteau et l'enclume, comme prise en étau entre les pressions du show business et les représentations rigides des rôles de genre dans le couple des années 60. Elvis est décédé 4 ans après leur divorce, emporté par une crise cardiaque causée par son addiction aux médicaments. De nombreux proches considèrent que la séparation d'avec Priscilla a précipité sa plongée dans l'addiction. Priscilla, elle, ne s'est jamais remariée et considère toujours Elvis comme l'amour de sa vie. Merci d'avoir écouté À la folie pas du tout, une production Bababam. Cette saison a été écrite par Lucie Carverne, racontée par Lucrèce Sassella et François Marion et réalisée par Amaury Breton. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur toutes les plateformes d'écoute.